Vous voyez ce livre que j'ai dans les mains, qui est extrêmement lourd et que je risque de faire tomber, il coûte 750 € à fabriquer. Alors là, vous vous dites peut-être, mais Jeannot, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un livre rare? Pas du tout. Ça, c'est un livre en braille. Il s'agit du livre Un œil dans la nuit de Bernard Minet et sous forme braille. Il ressemble à ça, en plusieurs volumes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment les personnes malvoyantes et non-voyantes lisent? Le 28 juin 2025, une nouvelle directive européenne sur l'accessibilité est entrée en vigueur en France. Son objectif, rendre la culture, les services numériques et notamment les livres, accessibles à toutes et à tous, y compris aux personnes en situation de handicap. Aujourd'hui en France, on estime qu'environ 1,7 million de personnes sont atteintes d'un trouble de la vision, dont près de 200 000 sont aveugles ou très malvoyantes. Et pour beaucoup, accéder à un livre reste un vrai parcours du combattant. Cette directive, appelée European Accessibility Act, oblige désormais les éditeurs, les plateformes et les fabricants de liseuses à rendre leur contenu et leurs outils compatibles avec les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran ou le braille numérique. Autrement dit, lire un roman, un manuel ou un article en ligne devrait devenir plus simple, quel que soit le support et le handicap. Sachant que le braille fête son bicentenaire cette année, je suis partie en reportage pour interviewer différentes personnes et en apprendre un peu plus sur la question. C'est parti, suivez le guide. Les aveugles ont pu se composer une vie qui n'est plus en marge de l'existence courante. Accéder au braille est compliqué. Si je ne connaissais pas le braille, j'aurais pas pu lire. Mets ton écoute à la page. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un sujet sur lequel j'avais envie de travailler depuis longtemps, à savoir la lecture pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Alors en toute honnêteté, je m'y connais pas très bien, alors on va y remédier ensemble. Je suis allée à Toulouse rencontrer Denis Guérin. Bonjour Jeanne, bienvenue au centre de transcription et d'édition en braille. Chargé de communication et rédacteur pour le CTM. Vous avez bien aimé le plan d'entrée, genre c'est le JT du 20h? Alors là, il y a plein de gens qui font de la mise sous pli. On est en début de mois et le CTEB, depuis plus de 30 ans, a pour mission d'adapter en braille les relevés bancaires pour à peu près toutes les grandes banques. Donc tous les mois, on va recevoir en moyenne 8000, si ce n'est plus, relevés bancaires. Et en 3 jours, il va falloir qu'on les adapte. On parle donc d'adapter en braille. Il a été inventé par le français Louis Braille, qui a perdu la vue suite à un accident, et en 1829, il expose sa méthode pour la première fois. C'est un système d'écriture et de lecture qui est fait de 6 points. Et ces 6 points sont organisés en 2 colonnes de 3 points. Et donc, c'est un code, ce n'est pas une langue. On pose souvent la question, est-ce que ça met du temps d'apprendre le braille? Alors pour nous, les voyants, on va l'apprendre avec les yeux. On va prendre une page et comme on peut voir les points, alors ça met que quelques semaines, parce qu'il y a une méthode et que c'est assez rapide, c'est graphique. Par contre, si on doit l'apprendre avec les mains, la véritable lecture tactile, là, il va falloir développer sa sensibilité tactile, son système nerveux. Et ça, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui sont doués en lecture, il y a des gens qui sont un petit peu moins, qui vont mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Alors, pour écrire le braille, on avait d'abord des poinçons, on le faisait à la main au tout début dans du papier. Ensuite, il y a eu des machines à écrire le braille. Et maintenant qu'on sait qu'il y a 6 points pour faire tous les caractères du braille, on les retrouve ici. Ici, il y a 6 points. Et avec ces combinaisons de chiffres, on va faire tous les caractères du braille et pouvoir taper du braille. Le but du CTEB, un des premiers secteurs, c'est d'adapter l'actualité littéraire en lecture tactile, principalement en papier, en braille, mais on a maintenant tout un tas de technologies qui nous permettent de faire aussi des illustrations en relief. Donc ça, c'est le livre adapté Mission Mars, qui est un livre-jeu. Et on peut parler de sexualité directe, parce qu'on connaît tous très mal notre corps, mais avec une déficience visuelle encore plus. Et que l'éducation à notre corps, à la sexualité et au consentement et à plein de choses passe aussi par des illustrations et doit aussi se faire par des livres en braille de cette teneur-là. La culture pop, comme Harry Potter, comme les Pokémon, comme Star Wars, on n'avait pas la bibliothèque d'images pour un non-voyant. Donc, on a adapté Star Wars en braille. Et puis, on peut, avec l'aide de quelqu'un, venir essayer de lire ces dessins par les doigts et de savoir que Maître Yoda, si je n'ai pas les détails, bon, il est petit avec des oreilles pointues. Donc ça aussi, il y a le visuel que vous pouvez voir, qui sert pour papa ou l'enfant ou n'importe qui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est les textures et l'adaptation de ces images. On a enfin juste un livre pour débutants. Ce sont des petits textes, soit drôles, soit poétiques, soit des recettes de cuisine, soit du pratique, qui vont venir de plus petit à la première page jusqu'à plus grand à la dernière page, qui vont augmenter en complexité, en lexique. On va avoir du braille, facile à lire, et le gros caractère en face, donc on lit en vis-à-vis,
Et ça sert pour les gens qui s'entraînent au début au braille. Lisa Roxane, la graphiste de l'association, m'explique concrètement comment ça marche. On va prendre le livre, on va faire une sélection. Donc là, exemple, on a Marion Pluech, Le Petit Fantôme en slip, toulousaine. Et c'est un très bon exemple parce que donc on va prendre le livre, on va le lire, on va sélectionner maximum 5 images dans le livre. Parce qu'une image égale 10 € de plus sur le prix du livre à la fin. Et après, on va choisir donc, les dessins qui sont intéressants. Donc celui-là, exemple, en lecture tactile, c'est nickel, il est 2 faces. On voit bien les 2 yeux, on voit bien les 2 bras, on voit bien les 2 jambes et on voit la zone du slip. Mais en plus, on va toujours avoir une page d'explication qui n'existe pas dans le livre, qui va décrire le dessin. Soit on a un accompagnateur qui aide voilà, la description du dessin, soit on a le texte qui nous dit, ben là, Eddie est de face, il a les 2 bras écartés, les jambes, il porte un slip de texture, telle texture, etc., etc. Et donc en fait, ça permet d'accompagner le dessin. Ça, c'est les 2 machines qu'on utilise pour tout ce qui est livre jeunesse illustré. Donc en gros, ben, je vais installer mon papier sur la machine et on va lancer la machine qui est reliée à mon ordinateur et j'ai mon premier passage de couleur, le passage en texture et donc la machine fait plusieurs types d'impressions quoi. On a tout ce qui est couleur et après on a le gloss. C'est assez impressionnant, j'avais une image très limitée de ce que c'était le braille et pour moi c'était juste des petits points et de voir là en relief et que vous gardez aussi la couleur alors que la personne ne voit pas forcément. Il n'y a pas que Victor Hugo et je sais pas qui. Hein. On a 2500 livres dans notre librairie braille en ligne. On en fait 200 par an, des nouveaux. 200 nouvelles adaptations par an. Parce que ça prend 3 semaines, parce qu'il faut les relire, parce qu'il y a des correcteurs non-voyants qui viennent parfaire tout ça, parce qu'il faut les façonner. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que, ironiquement en tout cas, c'est que c'est une édition de niche, évidemment. Donc si on vend plus de 3 ou 4 livres du même exemplaire, pour nous, c'est déjà un best-seller. Ce petit bureau, ce petit cube qu'on appelle l'aquarium entre nous, dedans, il y a 2 poissons littéraires. C'est Céline et Dorian, qui sont eux aussi, comme beaucoup de collègues, adaptateurs, transcripteurs. Eux, ils vont un peu gérer la ligne éditoriale, le choix des livres, et ils vont pouvoir t'expliquer ce long procédé artisanal entre quand tu as le fichier du livre jusqu'à ce qu'il devienne un fichier qu'on puisse embosser. Pourquoi ça coûte si cher de faire un livre en braille? Parce qu'ils ont besoin de 3 semaines à plein temps pour une personne, donc la charge salariale va être une grosse partie du prix. On a dit que c'était aussi le papier, c'est un papier très spécial, qu'il en faut beaucoup pour tous ces volumes, c'est l'énergie, c'est des machines particulières, et tout ça nous amène le prix du livre en braille, l'adaptation en tout cas, à un prix de revient pour l'association de 500, 700 €, s'il y a des illustrations un peu encore plus. On ne peut pas vendre un livre à quelqu'un 700 €. Nous, ça fait 2 ans qu'on dit qu'on le vend au même prix que le prix unique éditeur, le prix librairie pour les voyants, égalité du portefeuille. On applique la loi Lang au prix du braille. Hop, mais de quoi est-ce qu'on parle exactement? En France, depuis 1961, il existe la loi Lang, du nom de Jack Lang, ministre de la Culture de l'époque. Cette loi dit qu'un livre doit avoir le même prix partout, qu'on l'achète dans une petite librairie indépendante, à la Fnac ou sur Internet. C'est ce qu'on appelle le prix unique du livre. C'est l'éditeur qui fixe le prix et les librairies ne peuvent le baisser que de 5% maximum. Le but, c'est de protéger les librairies indépendantes et de favoriser la diversité culturelle pour éviter que seules les grandes enseignes ne puissent casser les prix et dominer le marché. Mais qu'est-ce qu'il en est des livres en braille dans tout ça? Eh bien, ils ne sont pas concernés par la loi Lang. En fait, depuis 2006, la France a mis en place ce qu'on appelle l'exception au droit d'auteur en faveur des personnes handicapées. C'est-à-dire que les structures qui vont adapter les livres en braille ne payent pas de droit d'auteur. Comme leur fabrication coûte beaucoup plus cher à cause de la transcription et du volume papier, ils ne rentrent pas dans le circuit économique classique du livre. Donc la règle du prix unique ne s'applique pas. Le CETEP fait le pari de vendre leur livre en braille au prix unique du livre. Vous en doutez, malheureusement, ce n'est pas rentable. Le prix est vraiment un frein, on s'en doute, mais on ne s'en doutait pas à ce point-là. Et donc effectivement, les livres jeunesse, c'est 50% de ce qu'on fait. Les gens sont revenus, il y a 50% de plus de commandes parce que les gens ne payant plus que 10, 20 € leur livre comme les autres, ben ça y est, ils reprennent la lecture. Et c'est ce qu'on veut essayer de pérenniser, c'est pour ça qu'on veut changer le cadre législatif, c'est que les lois qui existent, qui protègent le prix du livre, puissent être avec la prise en compte du modèle économique de l'édition adaptée. Et quand je dis édition adaptée, c'est celle au handicap visuel, mais c'est aussi les 10, facile à lire et à comprendre, la déficience intellectuelle, les sourds, etc. Le seul secteur rémunérateur au centre de transcription et d'édition en braille, c'est effectivement les banques, avec cette adaptation des relevés bancaires en braille.
qui sont nos fidèles partenaires et clients depuis 30 ans. Ça, c'est ce qui permet d'avoir une petite rémunération. Mais tout le reste est à perte. On a une toute petite subvention de 20 000 € de la part de l'État par an. Et donc, c'est pour ça que depuis 2 ans, on se bouge pour dire comment on peut pérenniser maintenant le prix unique du livre sur les livres adaptés, et celui en braille notamment. On a quelques solutions à proposer au gouvernement, aux éditeurs, aux auteurs, mais c'est d'abord une prise de conscience et qu'on adapte les règlements, les lois pour avoir des subventions, mais surtout pour avoir une prise en compte dans le gâteau qui est ce grand marché du livre en France. Et pour que les livres en braille puissent également être vendus au prix unique du livre, Adeline Coursan, directrice du CETEB, a une mesure phare à proposer. Je me suis dit que si on rajoute entre 8 et 10 centimes sur le prix du livre, et que si ces 10 centimes étaient mis dans un fonds associatif, c'est-à-dire une caisse, une fois redistribués à toutes les associations qui proposent de l'édition adaptée comme nous, alors au sens large, l'édition adaptée, c'est pour tous les handicaps qui sont concernés par un besoin d'adaptation pour lire, eh bien, on serait financé totalement, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de demander de subventions, plus besoin de répondre à des appels à projets très chronophages et énergivores. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet d'actualité. Comme je vous en parlais en début de vidéo, une nouvelle directive européenne va permettre de rendre beaucoup plus accessible le numérique. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les personnes malvoyantes et non-voyantes, et est-ce que ça suffit ? Je me trouve au ministère de la Culture pour parler de cette fameuse directive et sa mise en application. Moi, le droit, c'est pas du tout ma spécialité. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça. J'ai donc pu en discuter avec Rodolphe Sellier, chef du bureau de la régulation et des technologies au département de l'économie du livre, à la direction des médias et des industries culturelles, au ministère de la Culture. Oui, c'est long. On a notamment discuté du nouveau format numérique qui va être utilisé par tous, le format EPUB 3. Le format EPUB 3 est effectivement le format qui est reconnu au niveau international comme étant le format le plus adapté pour porter des fonctionnalités d'accessibilité. Et c'est vraiment l'EPUB 3 qui est qui porte le plus de fonctionnalités. Avec, on peut grossir les caractères, on peut mettre de la voix de synthèse et permettre la synchronisation de la lecture du livre avec la voix de synthèse, par exemple. Et donc c'est vraiment quelque chose qui porte beaucoup de fonctionnalités d'accessibilité. Et l'EPUB 3 ensuite est plus facilement adaptable également pour si jamais il n'y a pas tous les moyens de rendre accessible le livre. C'est ce format aussi qui permet de rendre plus facilement accessible par ces organismes qui peuvent aussi aller plus loin dans la réponse aux besoins des personnes en situation de handicap. Les livres numériques et les logiciels spécialisés devront être accessibles, avoir des fonctionnalités d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Alors non seulement les livres numériques et les logiciels spécialisés, mais aussi les sites de commerce, les sites bancaires, les liseuses et aussi les matériels grand public, informatiques et leurs logiciels d'exploitation, ce qui fait que toute la chaîne sera en principe accessible pour les personnes en situation de handicap. Mais attention, il existe quelques exceptions à cette nouvelle directive. Déjà, les micro-entreprises ne sont pas concernées. Autrement dit, si une maison d'édition a le statut d'auto-entreprise, on considère que c'est beaucoup trop de travail pour elle par rapport au nombre de personnes qu'elle emploie, donc pas d'obligation. Ensuite, l'autre exception, c'est si le livre va demander beaucoup trop de modifications nécessaires. Là, on considère que c'est un effort supplémentaire. Pour l'éditeur, pareil, ça ne rentre pas dans le cas de la directive. Tout cela va bien sûr être contrôlé. C'est ce que m'a expliqué Mathis Grosbois, chargé de mission, livre numérique et accessibilité au sein du Bureau de la régulation des technologies. L'Arcom, c'est une autorité de régulation qui est issue de la fusion entre le CSA, enfin l'ancien CSA et l'ADOPI, et qui est donc une autorité qui régule notamment l'audiovisuel et le droit d'auteur. Et donc ils auront comme mission principale notamment de vérifier la conformité d'accessibilité d'une part des textes, puis en fait après des métadonnées d'accessibilité pour être sûr qu'en fait de la fabrication du livre jusqu'à
véritablement à l'achat du livre, en fait, une personne en situation de handicap puisse avoir accès véritablement à ce bien-là. Et donc elle aura aussi une mission de, de vérification. Alors le livre numérique représente quelque chose comme 8% donc des ventes pour les éditeurs, mais c'est à regarder au niveau également des genres, en fait, des types de livres. Par exemple, dans le domaine universitaire, tout ce qui va être sciences sociales et sciences humaines représentera 40% des ventes, là où dans d'autres genres plus mineurs, ça représente quelque chose comme 4 ou 5% de ventes. Donc le but de l'Arcom, c'est d'être une sorte de juge de paix, mais ne pas être un policier très vindicatif. Il y a notamment tout un travail de pédagogie qui est fait, notamment en lien avec le syndicat national de l'édition, pour essayer de présenter la manière dont les choses vont se mettre en place. Donc le but est d'éviter de faire reculer une offre de livres numériques, mais au contraire plutôt la stimuler. Le but n'est donc pas de sanctionner tout de suite, mais de faire de la pédagogie. Toutefois, l'Arcom pourra monter au créneau avec des contraventions, et ces contraventions peuvent aller jusqu'à 7 000 € par infraction, ce qui signifie que pour un seul et même livre, il peut y avoir plusieurs infractions, donc ça monte vite. J'avais envie d'avoir le point de vue d'un éditeur, je suis donc allée à la rencontre de Louis Marle, chez Albin Michel. Il travaille sur le livre numérique et fait aussi partie du SNE, le syndicat national des éditeurs, où il dirige la commission normes et standards. Dès qu'il s'agit d'argent, on comprend très vite. Si c'était juste un coup de règle sur les doigts, c'est pas grave. Là, vu l'argent qui sera en jeu, oui, on comprendra très vite qu'il faut faire l'effort suffisant pour être raccord avec les normes d'accessibilité. Auparavant, un livre numérique, c'était très simple. On faisait le livre numérique, on le faisait passer par les certificateurs qui sont EPUB Check. On le testait sur différents devices pour voir quel était le rendu visuel. Ça prenait du temps, mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, il faut faire ça pour les personnes qui ne sont pas empêchées de voir, mais en plus, il faut prévoir le cas des personnes empêchées de voir. Donc, il faut passer par un autre logiciel qui va vérifier l'accessibilité au point de vue des normes et des référentiels d'accessibilité qui existent. Et ensuite, il faut avoir les textes alternatifs aux images. Voilà, donc il faut les créer d'une manière ou d'une autre. Donc, et puis, ça n'est pas tout, puisque une fois que vous avez fait tout ça, il faut aussi le déclarer. C'est-à-dire que si auparavant c'était très simple, un livre numérique, c'est un livre numérique, je ne m'occupais absolument pas de ce qui se passait dans le système d'information, c'était déclaré en tant que livre numérique, ça passait. Maintenant, il faut que dans le système d'information, on soit capable de dire si le livre numérique, il est accessible, comment, ou sinon il n'est pas accessible. Donc ce sont des cases à remplir supplémentaires, c'est-à-dire que ça ajoute une petite quantité de travail. Alors si on fait qu'un livre par mois, c'est pas grave, mais quand on en fait pratiquement 50, ça commence à chiffrer un petit peu. Là où la question va se poser, c'est lors du rattrapage du fonds, parce que nous avons jusqu'à 2030 pour rattraper le fonds. Là, oui, ça va coûter de l'argent, parce que c'est pas du tout courant, donc il faut reprendre tous les livres, il y en a 6000 chez nous, à reprendre, à vérifier, et à intégrer dans le système d'information les caractéristiques d'accessibilité. Donc là, oui, ça aura un coût, ça c'est évident. Pour le moment, l'édition adaptée est uniquement aux mains de l'associatif en France. Selon Denis Guérin, il existe à peu près 10 associations qui s'en occupent, avec par exemple le manuel scolaire, les manuels d'utilisateurs, ou encore les livres et l'actualité littéraire comme le fait le CETEB. Et au sein du CETEB, Dorian Lacaze est l'une des personnes qui s'occupe de transcrire et d'adapter les livres. 3 étapes principales dans la transcription d'un livre. Donc d'abord, on va demander le fichier du livre, donc ça c'est celui que je suis en train de faire, à l'éditeur. C'est la plateforme Platon de la BNF qui nous permet de récupérer tous les fichiers des éditeurs sans payer de droits d'auteur en raison de l'exception handicap dont on bénéficie. Une fois qu'on a le fichier de l'éditeur, on va passer sur la première étape qui s'appelle la préparation. Donc concrètement, ça consiste à repasser le document, à reproduire toute la mise en page du livre imprimé sur Word. Voilà, tout simplement.
Donc on va appliquer sur Word différents styles qui vont nous permettre après d'automatiser la transcription. La deuxième étape, c'est la transcription. Donc là, on bascule sur un autre logiciel qui s'appelle Duxbury et qui est un logiciel de transcription en braille exclusivement. La transcription, elle est complètement automatisée, c'est-à-dire qu'on fait CTRL-T, ça bascule en braille. L'automatisation ne suffit pas, quoi. Il va falloir corriger aussi des fautes, soit que le logiciel va faire, soit que nous, on va faire au niveau de la préparation. Il y a aussi des éléments de mise en page qui ne sont pas pris en compte, puisque comme on embosse tout et qu'on ne fait pas de braille numérique, on a tout le souci de la place du braille dans la page. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lignes blanches en haut, comme dans l'édition classique d'une certaine manière, en moins rigoureux sans doute, puisqu'on a nous le texte fini déjà. Mais enfin, il y a quand même tout un travail de mise en page du fichier aussi. Le livre est transcrit, il est découpé, il est mis en page. On va en embosser une première version. Une version, genre de version test. Tu as dit en embossé? Ouais, en embossé. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, embossé, c'est l'équivalent d'imprimer, sauf que le braille, c'est des bosses en fait, sur le papier. Du coup, embossé, ça désigne le fait de tapoter un peu le papier pour dessiner des bosses. Donc les imprimantes braille s'appellent des embosseuses. On a une première version test qui est embossée, et là on a à nouveau des bénévoles qui vont nous aider. Là, ils sont 9, je crois. Ils nous envoient ensuite un mail qui contient toutes les fautes de l'ouvrage. Nous, dans la dernière phase, on va corriger les fautes qui ont été relevées par le correcteur, ici la correctrice, et en discuter avec elle, le cas échéant. Donc là, c'est un livre, malheureusement, qui est rempli de fautes. Ouais, donc là, c'est des corrections qui peuvent être un petit peu longues. Parmi les personnes qui relisent les livres, il y a Blandine Gallo, présidente du Centre de transcription et d'édition en braille de Toulouse. Alors le livre que j'ai sur les genoux, c'est le livre de Salomé Saké, Résister. Donc c'est un livre qu'on est en train de transcrire pour le mettre au catalogue du Centre de transcription et d'édition en braille. Et donc on a tout un procédé pour la réalisation d'une transcription. Et entre autres, on a 9 bénévoles aveugles, dont je fais partie, qui avons la tâche de relire la version 0 du livre pour ensuite repérer quelques coquilles, soit de mise en page, de mise en forme aussi, ou des mots étrangers qui sont mal passés, des URL, etc. Donc, pour corriger les livres avant la mise au catalogue. Je peux vous lire un petit bout. La bataille sémantique. Alors, il y a d'abord une citation. « Si la pensée corrompt le langage peut aussi corrompre la pensée » de George Orwell. Ensauvagement, wokisme, islamo-gauchisme, racaille, bien-pensance, immigrationnisme, grand remplacement, etc. L'extrême droite a su imposer son rapport lexical dans le débat public et jusqu'au sommet de nos institutions. Donc je prends des notes sur ma plage tactile braille. Donc j'ai pas beaucoup de touches, les 6 points braille plus 2, c'est-à-dire 8 points braille. Et ici j'ai un menu, alors vous allez le voir dérouler. Édition, email. Et j'envoie mes remarques à la personne, la salariée ou le salarié qui est en charge de réaliser cette transcription. Le numérique, c'est un gain de temps, de place. Alors, de temps dans la lecture, pas forcément, mais c'est moins encombrant. Vous pouvez le trimballer partout dans le train, en voyage. Même si dans les aéroports, on vous demande toujours qu'est-ce que c'est que cette machine que vous mettez dans le bac et que personne n'a jamais vue. Alors, jusqu'à présent, elle est toujours revenue, donc ça va. Une fois que c'est corrigé, on va enregistrer le fichier dans nos serveurs. On va aller sur notre site, tac, et on va le rajouter à notre catalogue. Là, Jeannot, je te laisse avec Clément et Théo. On va pouvoir découvrir un peu comment se façonne le livre. Il y a évidemment
beaucoup de choses qui sont encore à faire à la main et à vérifier, parce qu'un livre en braille, il faut que ça puisse être lu à deux mains, qu'on puisse l'ouvrir, vous savez, sans avoir le problème de casser son livre, parce qu'on va souvent le lire comme ça. Donc il faut que ce soit robuste, il faut un papier robuste, il faut aussi cette spirale qui peut paraître peut-être un petit peu moins esthétique pour les voyants, mais qui est très très pratique et très robuste. Et il y a donc tout un processus qui est à faire à la main. Donc ça aussi, c'est un livre qui coûte du temps. Voilà, Clément. C'est moi qui gère tout ce qui est production de livres et tout ce qui est ouvrage braille pour l'association. Donc ici, on a un journal, à savoir que pour les livres et pour les journaux, c'est la même chose pour le départ. Donc là, on a bien le journal qui est d'un bloc, donc toutes les pages sont reliées et on a les bandes Carole sur les côtés. Nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre ce tas-là et on va se servir de la déliaceuse. Donc la machine qui est juste là, qui va permettre de faire du feuille à feuille et d'enlever les bandes Carole sur les côtés. Donc après le déliaçage, donc on a bien fait du feuille à feuille, on a enlevé les bandes Carole sur les côtés. On va passer pour les livres à l'étape de la perforation. On a donc ici une perforatrice qui va nous permettre de faire les trous sur l'un des côtés du livre. Donc taquer les feuilles, c'est à peu près ce qu'on passe peut-être pas le plus de temps à faire, mais pas mal. C'est vraiment l'activité manuelle que les machines ne pourront pas faire pour l'instant. Donc on a vraiment besoin que ce soit très bien taqué pour que les pages soient bien alignées. Là, on est vraiment sur un livre entier. Donc le livre entier, c'est vraiment la pile de feuilles que Théo est en train de taquer. Donc ici, la perforation, c'est une machine semi-automatique, c'est-à-dire que les trous sont faits quand le papier passe sur un capteur, ce qui permet de mettre le papier d'une manière manuelle. Après la perforation, nous, en parallèle, on aura fait normalement les couvertures pour le livre. Donc on va avoir gibier de haute couture, donc en 7 volumes. Pour nous, en expédition, ça va prendre un carton entier. Ce qui est énorme pour tout ce qui est poste. C'est-à-dire que pour livrer ce carton-là, en général, tout ce qui est postier à vélo, c'est très compliqué pour eux. Donc c'est en général des camionnettes qui vont prendre les cartons et qui vont faire toute la distribution. Bien souvent, malheureusement, les cartons retournent au bureau de poste parce qu'il n'y en a qu'un seul qui peut être livré. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui rentre dans la boîte aux lettres en fait. Et le souci, c'est qu'il n'y a pas de suivi dédié pour ce type d'envoi. Nous derrière, bien sûr, on recontacte notre client pour leur dire qu'on a reçu les colis, qu'on lui renvoie et d'être vigilant pour qu'il nous fasse un retour quand il a tout reçu. C'est un problème auquel Jean-Michel Ramos-Martin est aussi confronté, responsable de l'œil et la lettre à la médiathèque José Cabanis à Toulouse, l'espace réservé pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Salut le magasin, ça va? Alors ça, c'est ce qu'on appelle le magasin. Alors c'est justement mes collègues en face qui s'en occupent. Et nous, on est au fond. Voilà. Alors du plus récent, le CTEB fait ce genre de bouquin. Alors là, on est à une table des matières et on est sur de l'intégrale, recto verso. Des classeurs, ça supporte tout le voyage parce que les facteurs, des fois, ils font pas attention, ils balancent le bouquin dans un train, bon, je sais pas. La reliure, oui, elle revient complètement déglinguée. Alors, moi, il faut que je repagine. Vous voyez les pages, oui. Et je donne à un autre service qui va les refaire une reliure beaucoup plus costaud. Voilà. Mais bon, ça c'est les aléas, on est habitués. Sans parler de pertes. On a énormément de pertes. Le bouquin qui n'arrive pas de l'autre côté, le bouquin qui ne revient pas ici, ou qui revient 6 mois après. Mais la plupart du temps, ça ne revient pas. C'est une perte. C'est une grosse perte parce que pour nous, bon, nous, on ne le paye pas 700 € le bouquin, hein, on le paye 200, un grand maxi, je pense. Et le problème, c'est que s'il y a des pertes, déjà ça coûte cher le bouquin braille, mais on ne va pas pouvoir le racheter, quoi, vous voyez. C'est difficile. Et il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait quelqu'un qui nous appelle. Je ne comprends pas, je ne reçois pas de bouquin. Et nous, on regarde, et on ne comprend pas non plus, parce que nous, on n'a pas reçu vos derniers retours.
Donc du coup, on attendait. Et bon, après, ça ne sert à rien. Au début, on posait réclamation à la poste, mais ça ne sert à rien. Le bouquin, il est perdu, il est perdu. Il ne suffit pas d'avoir un fond accessible, il faut que la structure suive. Dans les ascenseurs, avec du braille, et puis les chiffres rétroéclairés. Ici au sol, une bande podotactile. Il y en a une aussi en bas. Alors pour les enfants, on va partir du tout premier âge, de 0 à 3 ans, avec des livres tissus. Voilà, c'est pas fragile, même s'il y a une tache, hop, un coup d'éponge et c'est réparé. Alors le livre, c'est celui-ci, c'est pour apprendre à compter. Donc D-E-U-X, en toutes lettres, 2, le chiffre 2, numérique, donc c'est un symbole différent, hein. Et puis le 2 en courbe, en ce qu'on va appeler en écriture noire, classique. Ça, c'est un livre, je l'ai pris au hasard. Hein. Mais après, vous avez des livres, je ne sais pas moi, des petits... J'en prends un autre au hasard. Donc toujours pareil, livre tissu. Ah mais je suis bête, hein, ou quoi? Non, 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 je suis bon, c'est bon. Donc c'est sur les textures, dur, carton dur. Et puis il y a écrit dur, dur, D-U-R. Ça, c'est râpeux, je pense. Qu'est-ce qu'il y a écrit comme les... Rugueux. Ah, voilà, bravo. C'est marrant parce que c'est pas si différent finalement des livres pour enfants classiques où pareil on a beaucoup de livres qui jouent sur les textures. Les textures, voilà. Choses pour apprendre quand on est tout petit. Les textures, les formes, mais surtout le travail qui va être fait, c'est la légende braillée. Et là, c'est une légende braillée sur du plastique. Alors même s'il est abîmé, qu'est-ce qu'on fait? On l'arrache, je le réécris et après je redonne ça à la reliure qui nous font un travail de réparation. Donc on est plutôt sur du 0-3 ans. Ensuite là, c'est des albums un peu plus complexes. Donc on va partir sur des phrases. Et toujours cette idée de texture, de choses à toucher, pour éveiller l'enfant. On part sur peut-être 6 ans. L'intérêt d'une double écriture, braille et classique, c'est que si on a affaire ici à un enfant non-voyant, admettons, et un parent voyant, il va pouvoir accompagner l'enfant et se dire, attention, le signe que tu sens au début, là, c'est un guillemet. Peut-être qu'il ne connaît pas ces symboles-là. Et donc l'accompagner. Donc on va jusqu'à 8 ans, je pense, là-dessus, sur ce genre d'album. Et puis les personnes peuvent venir ici, se mettre dans le petit fauteuil, et puis utiliser la cabine en soi. Le braille adulte, c'est les nouveautés. Chaque fois qu'on fait une acquisition, on le met là en libre accès. Mais cependant, si quelqu'un remarque un bouquin qui est au 5e, au magasin, rien ne nous empêche d'aller le chercher et de lui donner, soit en totalité, soit en prêt partiel. L'idée aussi, c'est que le catalogue soit accessible sur Internet, en ligne, et en même temps, on va essayer aussi de leur faire des extractions, c'est-à-dire de prendre chaque année les nouveautés et de leur envoyer, soit en braille, soit par mail, en fichier Word ou Excel, selon leurs préférences. Et pareil pour les livres audio. On va faire des catalogues audio. Car l'avantage de l'audio, contrairement au texte, c'est qu'il prend très peu de place en braille. On a déjà eu des clients qui ont commandé toute la saga à Harry Potter. On a eu 2 ou 3 clients qui l'ont fait. Ça faisait, au total, on a tout compté, donc il y avait les 7 tomes, il y avait les aventures de Biddle le Barde, il y avait les Animaux Fantastiques, il y avait la pièce de théâtre aussi qui avait été sortie après de Harry Potter. On était à 202 volumes. 202 volumes, pour vous dire, cette table-là, elle n'est pas assez grande. Donc il y avait cette table-là qui était remplie d'une seule commande, plus la table à côté carrée. C'était colossal. Nous, on n'avait jamais eu de commande aussi importante. On a fait environ 1490 livres dans toute l'année 2024. Pour nous, c'est colossal. Pour nous, c'est colossal parce que ça va faire 7 ans que je suis là. La première année où je suis arrivé, on a envoyé même pas 500 livres dans l'année. Maintenant que j'ai vu toutes les étapes de production pour fabriquer un livre en braille, j'ai envie de me prêter à l'exercice. On va aller embêter Denis. Jeanne, t'es toute seule, tu as le courage de vouloir lire une illustration, un dessin qui va être en plus un jeu de manière tactile. Et il va falloir que je trouve les 7 différences. Tu as 7 différences que nous on voit très bien hein, visuellement. Et je vais commencer du haut vers le bas, je pense. Bon, déjà, il y en a une ici. Ah, bah déjà une, ça c'est la tête. Ce que tu touches, c'est la tête d'un chat. Ça c'est pareil.
Oh, c'est hyper dur. Donc c'est hyper dur parce qu'un chat stylisé dans une BD, bah, c'est pas comme un chat dans la vraie vie. Oh. Ah oui, tu brûles. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi là où tu es? Alors, des yeux? Oui, ce sont les yeux. Ils sont pas dans le même sens. Ils sont bravo. Là, il y a un truc. Oui. Non? C'est ça? Ici, il y a un truc qui manque. Oui, exactement. Par rapport à ici. Il y a un rond qui manque. Ah, c'est des ronds? Ah, je pensais que c'était des carrés. Tu viens de trouver une différence là, à la main. Entre là et... Ah oui, oui. Là, elle est beaucoup plus épaisse. Elle est en rectangle à la fin, alors que là, elle est en forme de griffe. Il y a une erreur ici ou c'est... Je le sens différemment. Et pourtant, non, c'est pareil. Ah bon? Mais pas loin, il y a une erreur. Le pied, il va pas dans le même sens. Exact. Ouais. On a un pied qui va à gauche, un pied qui va à droite. Bravo! Ah, ici on a un rond, ici on a une sorte de gouttelette. Exactement, c'est une gouttelette et un rond, ce qui fait qu'entre la première passe et la seconde, tu as déjà peu relaxé et entretenu un circuit. Voilà. Waouh, trop Tu as intéressant. 7 sur 7 et en pas si longtemps que ça. Hein. Oh, ça va. Alors, est-ce que le monde de l'édition en France va pouvoir tenir ses promesses en temps et en heure? La chaîne de l'exclusion est parfois faite d'une chaîne de bonne volonté. Ça veut dire qu'on va avoir une grande concentration sur le numérique, à l'heure de l'IA qui vient changer la donne et aussi en bonne chose. La progression toujours exponentielle de l'audio qui est aussi une très bonne chose pour les non-voyants qui donne accès à plein de choses. Mais c'est aller faire les sites internet, ce qui est très important, parce qu'ils ne sont pas accessibles. On n'a que 3% des sites internet en France qui sont accessibles. Comment voulez-vous avoir une autonomie de compréhension, de connaissance, d'accès, si déjà ces sites internet, on ne peut pas les prendre par les instruments et les logiciels de lecture adaptés. Mais alors forcément on va se concentrer, on va vouloir mettre toutes les billes là-dedans, et là encore il faudra faire attention d'être systémique et de dire quand je développe une accessibilité ou une loi, ou que je ponds un projet, ou que je ponds une nouvelle norme, s'il vous plaît, pensez aux livres physiques, aux livres papier, aux livres numériques bien sûr, en fait à toutes les formes de livres. Il y a des livres pour tout le monde. L'édition adaptée, c'est le handicap visuel, mais c'est aussi les sourds, c'est aussi les 10, c'est aussi facile à lire et à comprendre pour les déficients intellectuels, c'est aussi les personnes qui ont un syndrome d'Asperger, etc. Il y a juste en fait une question. Si demain on arrête de lire des livres papier, vous, moi, voyants, nos enfants ou les non-voyants, il y a une chose qui va être en danger. Et c'est marrant parce que cette chose-là, elle est dénoncée par l'État, par les écoles, par les professeurs, par les médecins, par les neurosciences depuis des années, études à l'appui. Si, mesdames et messieurs, nous ne faisons qu'écouter des livres ou aller sur trop de numérique, nous allons perdre une chose, c'est l'orthographe, les niveaux de langage. Et sachez que l'illettrisme est en hausse en France, on ne va pas arranger les choses si vous ne lisez pas sur un livre papier, la grammaire, l'orthographe, l'imaginaire et beaucoup d'autres choses ne sont pas entretenus. Les besoins sont pluriels et donc il ne nous faut pas un livre, mais des livres, des supports, des canaux. L'accès aux livres doit être le même pour tout le monde, il faut arriver à ce qu'on démocratise les prix et les façons de faire, mais on parlait du braille tout à l'heure, on a des problèmes de ne pas avoir assez d'enseignants dans l'éducation nationale classique, on a des problèmes pour former des professeurs au braille qui eux-mêmes ne sont pas assez nombreux pour l'enseigner. Vous voyez? Donc c'est exactement le même problème, c'est pour ça que je dis que la société vit de toute façon au même rythme avec les mêmes problèmes, il faut juste que nous on les adapte à un handicap, à une minorité. C'est tout. Est-ce qu'il va y avoir assez de temps et d'argent mis à disposition? Le temps nous le dira. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée, à la partager, à aussi passer sur mon Patreon, ça fait plaisir et ça permet de soutenir mon travail. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!